Septième section. Quand il se trouva sous la porte de la rue, le cocher d'une voiture de louage, qui venait sans doute de remiser de nouveaux mariés et qui ne demandait pas mieux que de voler à son maître quelques courses de contrebande, fit à Eugène un signe en le voyant sans parapluie, en habit noir, gilet blanc, gants jaunes et bottes cirées. Eugène était sous l'empire de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme où il est entré, comme s'il espérait y trouver une heureuse issue. Il consentit par un mouvement de tête à la demande du cocher. Sans avoir plus de 22 sous dans sa poche, il monta dans la voiture, où quelques grains de fleurs d'oranger et des brins de canetille attestaient le passage des mariés. Où monsieur va-t-il demanda le cocher qui n'avait déjà plus ses gants blancs. Parbleu, se dit Eugène, puisque je m'enfonce, il faut au moins que cela me serve à quelque chose. Allez à l'hôtel de Beauséant, ajouta-t-il à haute voix. Lequel dit le cocher. Mot sublime qui confondit Eugène. Cet élégant inédit ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de Beauséant. Il ne connaissait pas combien il était riche en parents qui ne se souciaient pas de lui. Le vicomte de Beauséant, rue de Grenelle, dit le cocher en hochant la tête et l'interrompant. Voyez-vous, il y a encore l'hôtel du comte et du marquis de Beauséant, rue Saint-Dominique, ajouta-t-il en relevant le marchepied. Je le sais bien, répondit Eugène d'un air sec. Tout le monde aujourd'hui se moque donc de moi, dit-il en jetant son chapeau sur les coussins de devant. Voilà une escapade qui va me coûter la rançon d'un roi. Mais au moins, je vais faire ma visite à ma soi-disant cousine d'une manière solidement aristocratique. Le père Goriot me coûte déjà au moins 10 francs, le vieux scélérat. Ma foi, je vais raconter mon aventure à madame de Beauséant. Peut-être la ferai-je rire. Elle saura sans doute le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue et de cette belle femme. Il vaut mieux plaire à ma cousine que de me cogner contre cette femme immorale qui me fait l'effet d'être bien coûteuse. Si le nom de la belle vicomtesse est si puissant, de quel poids doit donc être sa personne? Adressons-nous en haut. Quand on s'attaque à quelque chose dans le ciel, il faut viser Dieu. Ces paroles sont la formule brève des 1001 pensées entre lesquelles il flottait. Il reprit un peu de calme et d'assurance en voyant tomber la pluie. Il se dit que s'il allait dissiper 2 des précieuses pièces de 100 sous qui lui restaient, elles seraient heureusement employées à la conservation de son habit, de ses bottes et de son chapeau. Il n'entendit pas sans un mouvement d'hilarité son cocher criant « La porte, s'il vous plaît !» Un Suisse rouge et doré fit grogner sur ses gonds la porte de l'hôtel, et Rastignac vit avec une douce satisfaction sa voiture passant sous le porche, tournant dans la cour et s'arrêtant sous la marquise du perron. Le cocher à grosse houppelande bleue bordée de rouge vint déplier le marchepied. En descendant de sa voiture, Eugène entendit des rires étouffés qui partaient sous le péristyle. 3 ou 4 valets avaient déjà plaisanté sur cet équipage de mariés vulgaires. Leur rire éclaira l'étudiant au moment où il compara cette voiture à l'un des plus élégants coupés de Paris, attelé de 2 chevaux fringants qui avaient des roses à l'oreille, qui mordaient leurs freins et qu'un cocher poudré, bien cravaté, tenait en bride comme s'ils eussent voulu s'échapper. À la chaussée d'Antin, madame de Restaud avait dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de 26 ans. Au faubourg Saint-Germain attendait le luxe d'un grand seigneur, un équipage que 30 000 francs n'auraient pas payé. Qui donc est là se dit Eugène en comprenant un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à Paris bien peu de femmes qui ne fussent occupées, et que la conquête d'une de ces reines coûtait plus que du sang. Diantre, ma cousine aura sans doute aussi son Maxime. Il monta le perron, la mort dans l'âme. À son aspect, la porte vitrée s'ouvrit. Il trouva les valets sérieux comme des ânes qu'on étrille. La fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans les grands appartements de réception, situés au rez-de-chaussée de l'hôtel de Beauséant. N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, de faire une visite à sa cousine, il n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de madame de Beauséant. Il allait donc voir, pour la première fois,
les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit l'âme et les mœurs d'une femme de distinction. Étude d'autant plus curieuse que le salon de madame de Restaud lui fournissait un terme de comparaison. À 4h30, la vicomtesse était visible. 5 minutes plus tôt, elle n'eût pas reçu son cousin. Eugène, qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes, fut conduit par un grand escalier plein de fleurs, blanc de thon, à rampes dorées, à tapis rouge, chez madame de Beauséant, dont il ignorait la biographie verbale, une de ces changeantes histoires qui se content tous les soirs d'oreille à oreille dans les salons de Paris. La vicomtesse était liée depuis 3 ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Arunda Pinto. C'était une de ces liaisons innocentes qui ont tant d'attrait pour les personnes ainsi liées, qu'elles ne peuvent supporter personne entière. Aussi, le vicomte de Beauséant avait-il donné lui-même l'exemple au public en respectant, bon gré mal gré, cette union morganatique. Les personnes qui, dans les premiers jours de cette amitié, vinrent voir la vicomtesse à 2 heures, y trouvaient le marquis d'Ajuda Pinto. Madame de Beauséant, incapable de fermer sa porte, ce qui eût été fort inconvenant, recevait si froidement les gens et contemplait si studieusement sa corniche, que chacun comprenait combien il la gênait. Quand on sut dans Paris qu'on gênait madame de Beauséant en venant la voir entre 2 et 4 heures, elle se trouva dans la solitude la plus complète. Elle allait au Bouffon ou à l'Opéra en compagnie de monsieur de Beauséant et de monsieur d'Ajuda Pinto. Mais, en homme qui sait vivre, monsieur de Beauséant quittait toujours sa femme et le portugais après les y avoir installés. Monsieur d'Ajuda devait se marier, il épousait une demoiselle de Rochefide. Dans toute la haute société, une seule personne ignorait encore ce mariage. Cette personne était madame de Beauséant. Quelques-unes de ses amies lui en avaient bien parlé vaguement. Elle en avait ri, croyant que ses amis voulaient troubler un bonheur jalousé. Cependant, les bans allaient se publier. Quoiqu'il fût venu pour notifier ce mariage à la vicomtesse, le beau portugais n'avait pas encore osé dire un traître mot. Pourquoi? Rien sans doute n'est plus difficile que de notifier à une femme un semblable ultimatum. Certains hommes se trouvent plus à l'aise sur le terrain devant un homme qui leur menace le cœur avec une épée que devant une femme qui, après avoir débité ses élégies pendant 2 heures, fait la morte et demande des selles. En ce moment donc, monsieur d'Ajuda Pinto était sur les épines et voulait sortir en se disant que madame de Beauséant apprendrait cette nouvelle. Il lui écrirait, il serait plus commode de traiter ce galant assassinat par correspondance que de vive voix. Quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça monsieur Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le marquis d'Arunda Pinto. Sachez-le bien, une femme aimante est encore plus ingénieuse à se créer des doutes qu'elle n'est habile à varier le plaisir. Quand elle est sur le point d'être quittée, elle devine plus rapidement le sens d'un geste que le coursier de Virgile ne flaire les lointains corpuscules qui lui annoncent l'amour. Aussi, comptez que madame de Beauséant surprit ce tressaillement involontaire, léger, mais naïvement épouvantable. Eugène ignorait qu'on ne doit jamais se présenter chez qui que ce soit à Paris sans s'être fait conter par les amis de la maison l'histoire du mari, celle de la femme ou des enfants, afin de n'y commettre aucune de ces balourdises dont on dit pittoresquement en Pologne « attelez 5 bœufs à votre char », sans doute pour vous tirer du mauvais pas où vous vous embourbez. Si ces malheurs de la conversation n'ont encore aucun nom en France, on les y suppose sans doute impossibles, par suite de l'énorme publicité qui obtiennent les médisances. Après s'être embourbé chez madame de Restaud, qui ne lui avait pas même laissé le temps d'atteler les 5 bœufs à son char, Eugène, seul, était capable de recommencer son métier de bouvier en se présentant chez madame de Beauséant. Mais s'il avait horriblement gêné madame de Restaud et monsieur de Trailles, il tirait d'embarras monsieur d'Ajuda. « Adieu, dit le portugais en s'empressant de gagner la porte quand Eugène entra dans un petit salon coquet, gris et rose, où le luxe semblait n'être que de l'élégance. « Mais à ce soir !»
dit madame de Beauséant en retournant la tête et jetant un regard au marquis. N'allons-nous pas au Bouffon? Je ne le puis, dit-il en prenant le bouton de la porte. Madame de Beauséant se leva, le rappela près d'elle, sans faire la moindre attention à Eugène qui, debout, étourdi par les scintillements d'une richesse merveilleuse, croyait à la réalité des contes arabes et ne savait où se fourrer en se trouvant en présence de cette femme sans être remarquée par elle. La vicomtesse avait levé l'index de sa main droite et par un joli mouvement désigné au marquis une place devant elle. Il y eut dans ce geste un si violent despotisme de passion que le marquis laissa le bouton de la porte et vint. Eugène le regarda, non sans envie. Voilà, se dit-il, l'homme au coupé. Mais il faut donc avoir des chevaux fringants, des livrées et de l'or à flots pour obtenir le regard d'une femme de Paris. Le démon du luxe le mordit au cœur. La fièvre du gain le prit. La soif de l'or lui sécha la gorge. Il avait 130 francs pour son trimestre. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa tante ne dépensaient pas 200 francs par mois, à eux tous. Cette rapide comparaison entre sa situation présente et le but auquel il fallait parvenir contribuèrent à le stupéfier. Pourquoi, dit la vicomtesse en riant, ne pouvez-vous pas venir aux Italiens? Des affaires, je dîne chez l'ambassadeur d'Angleterre. Vous les quitterez. Quand un homme trompe, il est invinciblement forcé d'entasser mensonge sur mensonge. Monsieur d'Ajuda dit alors en riant: Vous l'exigez? Oui, certes. Voilà ce que je voulais me faire dire, répondit-il en jetant un de ces fins regards qui auraient rassuré toute autre femme. Il prit la main de la vicomtesse, la baisa et partit. Eugène passa la main dans ses cheveux et se tortilla pour saluer en croyant que madame de Beauséant allait penser à lui. Tout à coup elle s'élance, se précipite dans la galerie, accourt à la fenêtre et regarde monsieur d'Ajuda pendant qu'il montait en voiture. Elle prête l'oreille à l'ordre et entend le chasseur répétant au cocher: Chez monsieur de Rochefide. Ces mots et la manière dont d'Ajuda se plongea dans sa voiture furent l'éclair et la foudre pour cette femme qui revint en proie à de mortelles appréhensions. Les plus horribles catastrophes ne sont que cela dans le grand monde. La vicomtesse rentra dans sa chambre à coucher, se mit à sa table et prit un joli papier. Du moment, écrivait-elle, où vous dînez chez les Rochefide et non à l'ambassade anglaise, vous me devez une explication. Je vous attends. Après avoir redressé quelques lettres défigurées par le tremblement convulsif de sa main, elle mit un C qui voulait dire Claire de Bourgogne et sonna. Jacques, dit-elle à son valet de chambre qui vint aussitôt, vous irez à 7h30 chez monsieur de Rochefide, vous y demanderez le marquis d'Ajuda. Si monsieur le marquis y est, vous lui ferez parvenir ce billet sans demander de réponse. S'il n'y est pas, vous reviendrez et me rapporterez ma lettre. Madame la vicomtesse a quelqu'un dans son salon. Ah, c'est vrai, dit-elle en poussant la porte. Eugène commençait à se trouver très mal à l'aise. Il aperçut enfin la vicomtesse qui lui dit d'un ton dont l'émotion lui remua les fibres du cœur: Pardon, monsieur, j'avais un mot à écrire, je suis maintenant tout à vous. Elle ne savait ce qu'elle disait, car voici ce qu'elle pensait. Ah, il veut épouser mademoiselle de Rochefide, mais est-il donc libre? Ce soir ce mariage sera brisé ou je... Mais il n'en sera plus question demain. Ma cousine, répondit Eugène. Hein? Fit la vicomtesse en lui jetant un regard dont l'impertinence glaça l'étudiant. Eugène comprit ce hein. Depuis 3 heures, il avait appris tant de choses qu'il s'était mis sur le qui-vive. Madame, reprit-il en rougissant. Il hésita, puis il dit en continuant: Pardonnez-moi, j'ai besoin de tant de protection qu'un bout de parenté n'aurait rien gâté. Madame de Beauséant sourit, mais tristement. Elle sentait déjà le malheur qui grondait dans son atmosphère. Si vous connaissiez la situation dans laquelle se trouve ma famille, dit-il en continuant, vous aimeriez jouer le rôle d'une de ces fées fabuleuses qui se plaisaient à dissiper les obstacles autour de leur filleule. Eh bien, mon cousin,
dit-elle en riant. À quoi puis-je vous être bonne? Mais le sais-je? Vous appartenir par un lien de parenté qui se perd dans l'ombre est déjà toute une fortune. Vous m'avez troublé, je ne sais plus ce que je venais vous dire. Vous êtes la seule personne que je connaisse à Paris. Ah, je voulais vous consulter en vous demandant de m'accepter comme un pauvre enfant qui désire se coudre à votre jupe, et qui saurait mourir pour vous. Vous tueriez quelqu'un pour moi? J'en tuerais deux, dit Eugène. Enfant. Oui, vous êtes un enfant, dit-elle en réprimant quelques larmes. Vous aimeriez sincèrement, vous? Oh, fit-il en hochant la tête. La vicomtesse s'intéressa vivement à l'étudiant pour une réponse d'ambitieux. Le méridional en était à son premier calcul. Entre le boudoir bleu de madame de Restaud et le salon rose de madame de Beauséant, il avait fait 3 années de ce droit parisien dont on ne parle pas, quoiqu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout. Ah, j'y suis, dit Eugène. J'avais remarqué madame de Restaud à votre bal. Je suis allé ce matin chez elle. Vous avez dû bien la gêner, dit en souriant madame de Beauséant. Eh oui, je suis un ignorant qui mettra contre lui tout le monde si vous me refusez votre secours. Je crois qu'il est fort difficile de rencontrer à Paris une femme jeune, belle, riche, élégante qui soit inoccupée, et il m'en faut une qui m'apprenne ce que vous autres femmes, vous savez si bien expliquer, la vie. Je trouverai partout un monsieur de Trailles. Je venais donc à vous pour vous demander le mot d'une énigme, et vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j'y ai faite. J'y parlais d'un père. Madame la duchesse de Langeais, dit Jacques en coupant la parole à l'étudiant, qui fit le geste d'un homme violemment contrarié. Si vous voulez réussir, dit la vicomtesse à voix basse, d'abord ne soyez pas aussi démonstratif. Eh bonjour, ma chère, reprit-elle en se levant et allant au-devant de la duchesse, dont elle pressa les mains avec l'effusion caressante qu'elle aurait pu montrer pour une sœur, et à laquelle la duchesse répondit par les plus jolies câlineries. Voilà 2 bonnes amies, se dit Rastignac. J'aurai dès lors 2 protectrices. Ces 2 femmes doivent avoir les mêmes affections, et celle-ci s'intéressera sans doute à moi. À quelle heureuse pensée dois-je le bonheur de te voir, ma chère Antoinette, dit madame de Beauséant. Mais j'ai vu monsieur d'Aroudin-Pinto entrant chez monsieur de Rochefide, et j'ai pensé qu'alors vous étiez seule. Madame de Beauséant ne se pinça point les lèvres, elle ne rougit pas. Son regard resta le même, son front parut s'éclaircir pendant que la duchesse prononçait ces fatales paroles. Si j'avais su que vous fussiez occupé, ajouta la duchesse en se tournant vers Eugène. Monsieur et monsieur Eugène de Rastignac, un de mes cousins, dit la vicomtesse. Avez-vous des nouvelles du général Montriveau? Fit-elle. Sérizy m'a dit hier qu'on ne le voyait plus. L'avez-vous eu chez vous aujourd'hui? La duchesse, qui passait pour être abandonnée par monsieur de Montriveau, de qui elle était éperdument éprise, sentit au cœur la pointe de cette question et rougit en répondant. Il était hier à l'Élysée. De service, dit madame de Beauséant. Clara, vous savez sans doute, reprit la duchesse en jetant des flots de malignité par ses regards, que demain les bans de monsieur d'Aroudin-Pinto et de mademoiselle de Rochefide se publient. Ce coup était trop violent. La vicomtesse pâlit et répondit en riant. Un de ces bruits dont s'amusent les sots. Pourquoi monsieur d'Arouda porterait-il chez les Rochefide un des plus beaux noms du Portugal? Les Rochefide sont des gens anoblis d'hier. Mais Berthe réunira, dit-on, 200 000 livres de rente. Monsieur d'Arouda est trop riche pour faire de ces calculs. Mais ma chère, mademoiselle de Rochefide est charmante. Ah! Enfin il y dîne aujourd'hui, les conditions sont arrêtées. Vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite. Quelle sottise avez-vous donc faite, monsieur? Dit madame de Beauséant. Ce pauvre enfant est si nouvellement jeté dans le monde qu'il ne comprend rien, ma chère Antoinette, à ce que nous disons. Soyez bonne pour lui. Remettons à causer de cela demain. Demain, voyez-vous, tout sera sans doute officiel et vous pourrez être officieuse à coup sûr. La duchesse tourna sur Eugène un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme des pieds à la tête, l'aplatissent et le mettent à l'état de zéro. Madame, j'ai sans le vouloir plongé un poignard dans le cœur de madame de Restaud.
Sans le savoir, voilà ma faute, dit l'étudiant que son génie avait assez bien servi et qui avait découvert les mordantes épigrammes cachées sous les phrases affectueuses de ces deux femmes. Vous continuez à voir et vous craignez peut-être les gens qui sont dans le secret du mal qu'ils vous font, tandis que celui qui blesse en ignorant la profondeur de sa blessure est regardé comme un sot, un maladroit qui ne sait profiter de rien, et chacun le méprise. Madame de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Ce regard fut comme un baume qui calma la plaie que venait de faire au cœur de l'étudiant le coup d'œil d'huissier-priseur par lequel la duchesse l'avait évalué. Figurez-vous que je venais, dit Eugène en continuant, de capter la bienveillance du comte de Restaud, car, dit-il en se tournant vers la duchesse d'un air à la fois humble et malicieux, il faut vous dire, madame, que je ne suis encore qu'un pauvre diable d'étudiant, bien seul, bien pauvre. Ne dites pas cela, monsieur de Rastignac, nous autres femmes, nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut. Bah, fit Eugène, je n'ai que 22 ans. Il faut savoir supporter les malheurs de son âge. D'ailleurs, je suis à confesse, et il est impossible de se mettre à genoux dans un plus joli confessionnal. On y fait les péchés dont on s'accuse dans l'autre. La duchesse prit un air froid à ce discours antireligieux, dont elle proscrivit le mauvais goût en disant à la vicomtesse « Monsieur arrive ». Madame de Beauséant se prit à rire franchement et de son cousin et de la duchesse. « Il arrive, ma chère, et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût. » Madame la duchesse, reprit Eugène, n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ce qui nous charme? Allons, se dit-il en lui-même, je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur. Mais madame de Restaud est, je crois, l'écolière de monsieur de Trailles, dit la duchesse. Je n'en savais rien, madame, reprit l'étudiant, aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux. Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le mari, je me voyais souffert pour un temps par la femme, lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé, et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse. Qui est-ce? Dirent les deux femmes. Un vieillard qui vit à raison de 2 louis par mois au fond du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pauvre étudiant. Un véritable malheureux dont tout le monde se moque, et que nous appelons le père Goriot. Mais, enfant que vous êtes, s'écria la vicomtesse, madame de Restaud est une demoiselle Goriot. La fille d'un vermicellier, reprit la duchesse. Une petite femme qui s'est fait présenter le même jour qu'une fille de pâtissier. Ne vous en souvenez-vous pas, Clara? Le roi s'est mis à rire et a dit en latin un bon mot sur la farine. Des gens, comment donc, des gens... Ejusdem farinae, dit Eugène. C'est cela, dit la duchesse. Ah, c'est son père, reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur. Mais oui, ce bonhomme avait 2 filles dont il est quasi fou, quoique l'une et l'autre l'ait à peu près renié. La seconde n'est-elle pas, dit la vicomtesse en regardant madame de Langeais, mariée à un banquier dont le nom est allemand, un baron de Nucingen? Ne se nomme-t-elle pas Delphine? N'est-ce pas une blonde qui a une loge de côté à l'opéra, qui vient aussi au Bouffon et rit très haut pour se faire remarquer? La duchesse sourit en disant « Mais, ma chère, je vous admire. Pourquoi vous occupez-vous donc tant de ces gens-là? Il a fallu être amoureux fou comme l'était Restaud pour s'être enfariné de mademoiselle Anastasie. Oh, il n'en sera pas le bon marchand. Elle est entre les mains de monsieur de Trailles, qui la perdra. Ils ont renié leur père, répétait Eugène. Eh bien, oui, leur père. Le père. Un père, reprit la vicomtesse, un bon père qui leur a donné, dit-on, à chacune 500 ou 600 000 francs pour faire leur bonheur en les mariant bien, et qui ne s'était réservé que 8 à 10 000 livres de rente pour lui, croyant que ses filles resteraient ses filles, qui s'était créé chez elles 2 existences, 2 maisons où il serait adoré, choyé. En 2 ans, ses gendres l'ont banni de leur société comme le dernier des misérables. Quelques larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène, récemment rafraîchi par les pures et saintes émotions de la famille, encore sous le charme des croyances jeunes et qui n'en était qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne. Les émotions véritables sont si communicatives que pendant un moment, ces 3 personnes se regardèrent en silence.
eh mon Dieu, dit madame de Langeais, oui, cela semble bien horrible, et nous voyons cependant cela tous les jours. N'y a-t-il pas une cause à cela? Dites-moi, ma chère, avez-vous pensé jamais à ce qu'est un gendre? Un gendre est un homme pour qui nous élèverons, vous ou moi, une chère petite créature à laquelle nous tiendrons par 1000 liens, qui sera pendant 17 ans la joie de la famille, qui en est l'âme blanche, dirait Lamartine, et qui en deviendra la peste. Quand cet homme nous l'aura prise, il commencera par saisir son amour comme une hache, afin de couper dans le cœur et au vif de cet ange tous les sentiments par lesquels elle s'attachait à sa famille. Hier, notre fille était tout pour nous. Nous étions tout pour elle. Le lendemain, elle se fait notre ennemie. Ne voyons-nous pas cette tragédie s'accomplissant tous les jours? Ici la belle-fille est de la dernière impertinence avec le beau-père, qui a tout sacrifié pour son fils. Plus loin un gendre met sa belle-mère à la porte. J'entends demander ce qu'il y a de dramatique aujourd'hui dans la société. Mais le drame du gendre est effrayant, sans compter nos mariages qui sont devenus de fort sottes choses. Je me rends parfaitement compte de ce qui est arrivé à ce vieux vermicellier. Je crois me rappeler que ce Goriot, madame. Oui, ce Moriot a été président de sa section pendant la Révolution. Il a été dans le secret de la fameuse disette et a commencé sa fortune par vendre dans ce temps-là des farines 10 fois plus qu'elles ne lui coûtaient. Il en a eu tant qu'il en a voulu. L'intendant de ma grand'mère lui en a vendu pour des sommes immenses. Ce Goriot partageait sans doute, comme tous ces gens-là, avec le comité de salut public. Je me souviens que l'intendant disait à ma grand'mère qu'elle pouvait rester en toute sûreté à Grandvilliers parce que ses blés étaient une excellente carte civique. Eh bien, ce Loriot, qui vendait du blé aux coupeurs de tête, n'a eu qu'une passion. Il adore, dit-on, ses filles. Il a juché l'aîné dans la maison de Restaud et greffé l'autre sur le baron de Nucingen, un riche banquier qui fait le royaliste. Vous comprenez bien que, sous l'Empire, les deux gendres ne se sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux 93 chez eux. Ça pouvait encore aller chez Buonaparte. Mais quand les Bourbons sont revenus, le bonhomme a gêné monsieur de Restaud, et plus encore le banquier. Les filles qui aimaient peut-être toujours leur père ont voulu ménager la chèvre et le chou, le père et le mari. Elles ont reçu le Goriot quand elles n'avaient personne. Elles ont imaginé des prétextes de tendresse. Papa, venez. Nous serons mieux parce que nous serons seuls, etc. Moi, ma chère, je crois que les sentiments vrais ont des yeux et une intelligence. Le cœur de ce pauvre 93 a donc saigné. Il a vu que ses filles avaient honte de lui, que si elles aimaient leur mari, il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier. Il s'est sacrifié parce qu'il était père. Il s'est banni de lui-même. En voyant ses filles contentes, il comprit qu'il avait bien fait. Le père et les enfants ont été complices de ce petit crime. Nous voyons cela partout. Ce père Doriot n'aurait-il pas été une tache de cambouis dans le salon de ses filles? Il y aurait été gêné, il se serait ennuyé. Ce qui arrive à ce père peut arriver à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle aimera le mieux. Si elle l'ennuie de son amour, il s'en va, il fait des lâchetés pour la fuir. Tous les sentiments en sont là. Notre cœur est un trésor, videz-le d'un coup, vous êtes ruiné. Nous ne pardonnons pas plus à un sentiment de s'être montré tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un sou à lui. Ce père avait tout donné. Il avait donné pendant 20 ans ses entrailles, son amour. Il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues. Le monde est infâme, dit la vicomtesse en effilant son châle et sans lever les yeux, car elle était atteinte au vif par les mots que madame de Langeais avait dits, pour elle, en racontant cette histoire. Infâme, non, reprit la duchesse. Il va son train, voilà tout. Si je vous en parle ainsi, c'est pour montrer que je ne suis pas la dupe du monde. Je pense comme vous, dit-elle en pressant la main de la vicomtesse. Le monde est un bourbier, tâchons de rester sur les hauteurs. Elle se leva, embrassa madame de Beauséant au front en lui disant « Vous êtes bien belle en ce moment, ma chère, vous avez les plus jolies couleurs que j'aie vues jamais. » Puis elle sortit après avoir légèrement incliné la tête en regardant le cousin. Le père Goriot est sublime, dit Eugène en se souvenant de l'avoir vu tordant son vermeil la nuit. Madame de Beauséant n'entendit pas, elle était pensive. Quelques moments de silence s'écoulèrent,
et le pauvre étudiant, par une sorte de stupeur honteuse, n'osait ni s'en aller, ni rester, ni parler. Huitième section. Le monde est infâme et méchant, dit enfin la vicomtesse. Aussitôt qu'un malheur nous arrive, il se rencontre toujours un ami prêt à venir nous le dire et à nous fouiller le cœur avec un poignard en nous en faisant admirer le manche. Déjà le sarcasme, déjà les railleries. Ah, je me défendrai. Elle releva la tête comme une grande dame qu'elle était, et des éclairs sortirent de ses yeux fiers. Ah, fit-elle en voyant Eugène, vous êtes là. Encore, dit-il piteusement. Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir, je vous aiderai. Vous sonderez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j'aie bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui cependant m'étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus froidement, vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez ainsi au fait de vos désirs. Voyez-vous, vous ne serez rien ici, si vous n'avez pas une femme qui s'intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche, élégante. Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor. Ne le laissez jamais soupçonner. Vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, ou vous deviendriez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien votre secret. Ne le livrez pas avant d'avoir bien su à qui vous ouvrirez votre cœur. Pour préserver par avance cet amour qui n'existe pas encore, apprenez à vous méfier de ce monde-ci. Écoutez-moi, Miguel. Elle se trompait naïvement de nom, sans s'en apercevoir. Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du père par ses deux filles, qui le voudraient mort. C'est la rivalité des deux sœurs entre elles. Resto a de la naissance, sa femme a été adoptée, elle a été présentée. Mais sa sœur, sa riche sœur, la belle madame Delphine de Nucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore. Elle est à 100 lieues de sa sœur. Sa sœur n'est plus sa sœur. Ces deux femmes se renient entre elles comme elles renient leur père. Aussi, madame de Nucingen l'apprête-t-elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon. Elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but, et elle s'est faite l'esclave de Marsay. Elle assomme de Marsay. De Marsay se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son benjamin, elle vous adorera. Aimez-la si vous pouvez après, sinon servez-vous d'elle. Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue, mais je ne la recevrai jamais le matin. Je la saluerai, cela suffira. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Oui, mon cher, vous iriez 20 fois chez madame de Restaud, 20 fois vous la trouveriez absente. Vous avez été consigné. Eh bien, que le père Goriot vous introduise près de madame Delphine de Nucingen. La belle madame de Nucingen sera pour vous une enseigne. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous. Ses rivales, ses amis, ses meilleurs amis voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout vouloir. Vous aurez le pied partout. Vous saurez alors ce qu'est le monde, une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. Ne le compromettez pas, dit-elle en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l'étudiant. Rendez-le-moi blanc. Allez, laissez-moi. Nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. S'il vous fallait un homme de bonne volonté pour aller mettre le feu à une mine, dit Eugène en l'interrompant. Eh bien, dit-elle. Il se frappa le cœur, sourit au sourire de sa cousine et sortit. Il était 5 heures. Eugène avait faim, il craignit de ne pas arriver à temps pour l'heure du dîner.
Cette crainte lui fit sentir le bonheur d'être rapidement emporté dans Paris. Ce plaisir purement machinal le laissa tout entier aux pensées qui l'assaillaient. Lorsqu'un jeune homme de son âge est atteint par le mépris, il s'emporte, il enrage, il menace du poing la société entière, il veut se venger et doute aussi de lui-même. Rastignac était en ce moment accablé par ces mots. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse ? J'irai, se dit-il, et si madame de Beauséant a raison, si je suis consigné, madame de Restaud me trouvera dans tous les salons où elle va. J'apprendrai à faire des armes, à tirer le pistolet, je lui tuerai son Maxime. Et de l'argent ? Lui criait sa conscience. Où donc en prendras-tu ? Tout à coup la richesse étalée chez la comtesse de Restaud brilla devant ses yeux. Il avait vu là le luxe dont une demoiselle Goriot devait être amoureuse, des dorures, des objets de prix en évidence, le luxe inintelligent du parvenu, le gaspillage de la femme entretenue. Cette fascinante image fut soudainement écrasée par le grandiose hôtel de Beauséant. Son imagination, transportée dans les hautes régions de la société parisienne, lui inspira 1000 pensées mauvaises au cœur, en lui élargissant la tête et la conscience. Il vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune l'ultime ratio mundi. Vautrin a raison, la fortune est la vertu, se dit-il. Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour donner 10 francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde où il aperçut comme des animaux à un râtelier les 18 convives en train de se repaître. Le spectacle de ces misères et l'aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était trop brusque, le contraste trop complet, pour ne pas développer outre mesure chez lui le sentiment de l'ambition. D'un côté, les fraîches et charmantes images de la nature sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l'art et du luxe, des têtes passionnées pleines de poésie, de l'autre de sinistres tableaux bordés de fange, et des faces où les passions n'avaient laissé que leurs cordes et leurs mécanismes. Les enseignements que la colère d'une femme abandonnée avait arrachés à madame de Beauséant, ces offres captieuses revinrent dans sa mémoire, et la misère les commenta. Rastignac résolut d'ouvrir 2 tranchées parallèles pour arriver à la fortune, de s'appuyer sur la science et sur l'amour, d'être un savant docteur et un homme à la mode. Il était encore bien enfant. Ces 2 lignes sont des asymptotes qui ne peuvent jamais se rejoindre. Vous êtes bien sombre, monsieur le marquis, lui dit Vautrin, qui lui jeta un de ces regards par lesquels cet homme semblait s'initier aux secrets les plus cachés du cœur. Je ne suis pas disposé à souffrir les plaisanteries de ceux qui m'appellent monsieur le marquis, répondit-il. Ici, pour être vraiment marquis, il faut avoir 100 000 livres de rente, et quand on vit dans la maison Vauquer, on n'est pas précisément le favori de la fortune. Vautrin regarda Rastignac d'un air paternel et méprisant, comme s'il eût dit « Marmot, dont je ne ferai qu'une bouchée », puis il répondit « Vous êtes de mauvaise humeur parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Restaud. » Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son père mangeait à notre table, s'écria Rastignac. Tous les convives s'entre-regardèrent. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer. Vous m'avez jeté du tabac dans l'œil, dit-il à son voisin. Qui vexera le père Goriot s'attaquera désormais à moi, répondit Eugène en regardant le voisin de l'ancien vermicelier. Il vaut mieux que nous tous. Je ne parle pas des dames, dit-il en se retournant vers mademoiselle Taillefer. Cette phrase fut un dénouement. Eugène l'avait prononcée d'un air qui imposa silence aux convives. Vautrin seul lui dit en goguenardant « Pour prendre le père Goriot à votre compte et vous établir son éditeur responsable, il faut savoir bien tenir une épée et bien tirer le pistolet. » Ainsi ferai-je, dit Eugène. Vous êtes donc entré en campagne aujourd'hui ? Peut-être, répondit Rastignac, mais je ne dois compte de mes affaires à personne, attendu que je ne cherche pas à deviner celles que les autres font la nuit. Vautrin regarda Rastignac de travers. Mon petit, quand on ne veut pas être dupe des marionnettes, il faut entrer tout à fait dans la baraque, et ne pas se contenter de regarder par les trous de la tapisserie. Assez causé, ajouta-t-il en voyant Eugène près de ce gendarme. Nous aurons ensemble un petit bout de conversation quand vous le voudrez. Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard, et qu'un jeune homme en état d'imposer silence à la persécution avait pris sa défense.
Monsieur Goriot, dit madame Vauquer à voix basse, serait donc le père d'une comtesse à cette heure? Et d'une baronne, lui répliqua Rastignac. Il n'a que ça à faire, dit Bianchon à Rastignac. Je lui ai pris la tête. Il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité. Ce sera un père éternel. Eugène était trop sérieux pour que la plaisanterie de Bianchon le fît rire. Il voulait profiter des conseils de madame de Beauséant et se demandait où et comment il se procurerait de l'argent. Il devint soucieux en voyant les savanes du monde qui se déroulaient à ses yeux, à la fois vides et pleines. Chacun le laissa seul dans la salle à manger quand le dîner fut fini. Vous avez donc vu ma fille? Lui dit Goriot d'une voix émue. Réveillé de sa méditation par le bonhomme, Eugène lui prit la main et le contemplant avec une sorte d'attendrissement. Vous êtes un brave et digne homme, répondit-il. Nous causerons de vos filles plus tard. Il se leva sans vouloir écouter le père Goriot et se retira dans sa chambre, où il écrivit à sa mère la lettre suivante. Ma chère mère, vois si tu n'as pas une 13e mamelle à t'ouvrir pour moi. Je suis dans une situation à faire promptement fortune. J'ai besoin de 1200 francs et il me les faut à tout prix. Ne dis rien de ma demande à mon père. Il s'y opposerait peut-être. Et si je n'avais pas cet argent, je serais en proie à un désespoir qui me conduirait à me brûler la cervelle. Je t'expliquerai mes motifs aussitôt que je te verrai, car il faudrait écrire des volumes pour te faire comprendre la situation dans laquelle je suis. Je n'ai pas joué, ma bonne mère, je ne dois rien. Mais si tu tiens à me conserver la vie que tu m'as donnée, il faut me trouver cette somme. Enfin, je vais chez la vicomtesse de Beauséant qui m'a pris sous sa protection. Je dois aller dans le monde et n'ai pas un sou pour avoir des gants propres. Je saurai ne manger que du pain, ne boire que de l'eau. Je jeûnerai au besoin, mais je ne puis me passer des outils avec lesquels on pioche la vigne dans ce pays-ci. Il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de rester dans la boue. Je sais toutes les espérances que vous avez mises en moi et veux les réaliser promptement. Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes anciens bijoux, je les remplacerai bientôt. Je connais assez la situation de notre famille pour savoir apprécier de tels sacrifices, et tu dois croire que je ne te demande pas de les faire en vain, sinon je serais un monstre. Ne vois dans ma prière que le cri d'une impérieuse nécessité. Notre avenir est tout entier dans ce subside, avec lequel je dois ouvrir la campagne, car cette vie de Paris est un combat perpétuel. Si, pour compléter la somme, il n'y a pas d'autre ressource que de vendre les dentelles de ma tante, dis-lui que je lui en enverrai de plus belles, etc. Il écrivit à chacune de ses sœurs en leur demandant leurs économies et, pour les leur arracher sans qu'elles parlassent en famille du sacrifice qu'elles ne manqueraient pas de lui faire avec bonheur, il intéressa leur délicatesse en attaquant les cordes de l'honneur qui sont si bien tendues et résonnent si fort dans de jeunes cœurs. Quand il eut écrit ces lettres, il éprouva néanmoins une trépidation involontaire. Il palpitait, il tressaillait. Ce jeune ambitieux connaissait la noblesse immaculée de ces âmes ensevelies dans la solitude. Il savait quelle peine il causerait à ses deux sœurs et aussi quelle serait leur joie, avec quel plaisir elles s'entretiendraient en secret de ce frère bien-aimé au fond du clos. Sa conscience se dressa lumineuse et les lui montra, comptant en secret leurs petits trésors. Il les vit, déployant le génie malicieux des jeunes filles pour lui envoyer incognito cet argent, essayant une première tromperie pour être sublime. Le cœur d'une sœur est un diamant de pureté, un abîme de tendresse, se dit-il. Il avait honte d'avoir écrit. Combien serait puissant leur vœu, combien pur serait l'élan de leurs âmes vers le ciel. Avec quelle volupté ne se sacrifierait-elle pas? De quelle douleur serait atteinte sa mère si elle ne pouvait envoyer toute la somme? Ces beaux sentiments, ces effroyables sacrifices allaient lui servir d'échelon pour arriver à Delphine de Nucingen. Quelques larmes, dernier grain d'encens jeté sur l'autel sacré de la famille, lui sortirent des yeux. Il se promena dans une agitation pleine de désespoir. Le père Goriot, le voyant ainsi par sa porte qui était restée entrebâillée, entra et lui dit « Qu'avez-vous, monsieur ?»« Ah, mon bon voisin, je suis encore fils et frère comme vous êtes père. Vous avez raison de trembler pour la comtesse Anastasie. Elle est à un monsieur Maxime de Trailles et qui la perdra. » Le père Goriot se retira en balbutiant quelques paroles dont Eugène ne saisit pas le sens. Le lendemain, Rastignac alla jeter ses lettres à la poste. Il hésita jusqu'au dernier moment, mais il les lança dans la boîte en disant
Je réussirai. Le mot du joueur, du grand capitaine, mot fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'en sauve. Quelques jours après, Eugène alla chez madame de Restaud et ne fut pas reçu. 3 fois il y retourna, 3 fois encore il trouva la porte close, quoiqu'il se présentât à des heures où le comte Maxime de Trailles n'y était pas. La vicomtesse avait eu raison. L'étudiant n'étudia plus, il allait au cours pour y répondre à l'appel, et quand il avait attesté sa présence, il décampait. Il s'était fait le raisonnement que se font la plupart des étudiants. Il réservait ses études pour le moment où il s'agirait de passer ses examens. Il avait résolu d'entasser ses inscriptions de seconde et de troisième année, puis d'apprendre le droit sérieusement et d'un seul coup au dernier moment. Il avait ainsi 15 mois de loisirs pour naviguer sur l'océan de Paris, pour s'y livrer à la traite des femmes ou y pêcher la fortune. Pendant cette semaine, il vit 2 fois madame de Beauséant, chez laquelle il n'allait qu'au moment où sortait la voiture du marquis d'Ajuda. Pour quelques jours encore, cette illustre femme, la plus poétique figure du faubourg Saint-Germain, resta victorieuse et fit suspendre le mariage de mademoiselle de Rochefide avec le marquis d'Ajuda Pinto. Mais ces derniers jours, que la crainte de perdre son bonheur rendit les plus ardents de tous, devaient précipiter la catastrophe. Le marquis d'Ajuda, de concert avec les Rochefide, avait regardé cette brouille et ce raccommodement comme une circonstance heureuse. Ils espéraient que madame de Beauséant s'accoutumerait à l'idée de ce mariage et finirait par sacrifier ses matinées à un avenir prévu dans la vie des hommes. Malgré les plus saintes promesses renouvelées chaque jour, monsieur d'Ajuda jouait donc la comédie. La vicomtesse aimait à être trompée. Au lieu de sauter noblement par la fenêtre, elle se laissait rouler dans les escaliers, disait la duchesse de Langeais, sa meilleure amie. Néanmoins, ces dernières lueurs brillèrent assez longtemps pour que la vicomtesse restât à Paris et y servit son jeune parent auquel elle portait une sorte d'affection superstitieuse. Eugène s'était montré pour elle plein de dévouement et de sensibilité dans une circonstance où les femmes ne voient de pitié, de consolation vraie dans aucun regard. Si un homme leur dit alors de douces paroles, il les dit par spéculation. Dans le désir de parfaitement bien connaître son échiquier avant de tenter l'abordage de la maison de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au fait de la vie antérieure du père Goriot et recueillit des renseignements certains, qui peuvent se réduire à ceci. Jean Joachim Goriot était, avant la Révolution, un simple ouvrier vermicellier, habile, économe et assez entreprenant pour avoir acheté le fonds de son maître, que le hasard rendit victime du premier soulèvement de 1789. Il s'était établi rue de la Jussienne, près de la halle au blé, et avait eu le gros bon sens d'accepter la présidence de sa section afin de faire protéger son commerce par les personnages les plus influents de cette dangereuse époque. Cette sagesse avait été l'origine de sa fortune, qui commença dans la disette, fosse ou vraie, par suite de laquelle les grains acquirent un prix énorme à Paris. Le peuple se tuait à la porte des boulangers, tandis que certaines personnes allaient chercher sans émeute des pâtes d'Italie chez les épiciers. Pendant cette année, le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. Il lui arriva ce qui arrive à tous les hommes qui n'ont qu'une capacité relative. Sa médiocrité le sauva. D'ailleurs, sa fortune n'étant connue qu'au moment où il n'y avait plus de danger à être riche, il n'excita l'envie de personne. Le commerce des grains semblait avoir absorbé toute son intelligence. S'agissait-il de blé, de farine, de grenaille, de reconnaître leur qualité, les provenances, de veiller à leur conservation, de prévoir les cours, de prophétiser l'abondance ou la pénurie des récoltes, de se procurer les céréales à bon marché, de s'en approvisionner en Sicile, en Ukraine, Goriot n'avait pas son second. À lui voir conduire ses affaires, expliquer les lois sur l'exportation, sur l'importation des grains, étudier leur esprit, saisir leurs défauts, un homme l'eût jugé capable d'être ministre d'État. Patient, actif, énergique, constant, rapide dans ses expéditions, il avait un coup d'œil d'aigle, il devançait tout, prévoyait tout, savait tout, cachait tout.
Diplomate pour concevoir, soldat pour marcher, sorti de sa spécialité, de sa simple et obscure boutique, sur le pas de laquelle il demeurait pendant ses heures d'oisiveté, l'épaule appuyée au montant de la porte, il redevenait l'ouvrier stupide et grossier, l'homme incapable de comprendre un raisonnement, insensible à tous les plaisirs de l'esprit, l'homme qui s'endormait au spectacle, un de ces dolibans parisiens, forts seulement en bêtises. Ces natures se ressemblent presque toutes. À presque toutes, vous trouveriez un sentiment sublime au cœur. Deux sentiments exclusifs avaient rempli le cœur du vermicellier, en avaient absorbé l'humide, comme le commerce des grains employait toute l'intelligence de sa cervelle. Sa femme, fille unique d'un riche fermier de la Brie, fut pour lui l'objet d'une admiration religieuse, d'un amour sans bornes. Goriot avait admiré en elle une nature frêle et forte, sensible et jolie, qui contrastait vigoureusement avec la sienne. S'il est un sentiment inné dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la protection exercée à tout moment en faveur d'un être faible? Joignez-y l'amour, cette reconnaissance vive de toutes les âmes franches, pour le principe de leur plaisir, et vous comprendrez une foule de bizarreries morales. Après 7 ans de bonheur sans nuages, Goriot, malheureusement pour lui, perdit sa femme. Elle commençait à prendre de l'empire sur lui, en dehors de la sphère des sentiments. Peut-être eût-elle cultivé cette nature inerte, peut-être y eût-elle jeté l'intelligence des choses du monde et de la vie. Dans cette situation, le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Il reporta ses affections trompées par la mort sur ses 2 filles, qui d'abord satisfirent pleinement tous ses sentiments. Quelque brillantes que fussent les propositions qui lui furent faites par des négociants ou des fermiers jaloux de lui donner leurs filles, il voulut rester veuf. Son beau-père, le seul homme pour lequel il avait eu du penchant, prétendait savoir pertinemment que Goriot avait juré de ne pas faire d'infidélité à sa femme, quoique morte. Les gens de la halle, incapables de comprendre cette sublime folie, en plaisantèrent et donnèrent à Goriot quelques grotesques sobriquets. Le premier d'entre eux qui, en buvant le vin d'un marché, s'avisa de le prononcer, reçut du vermicellier un coup de poing sur l'épaule qui l'envoya, la tête la première, sur une borne de la rue Aublin. Le dévouement irréfléchi, l'amour ombrageux et délicat que portait Goriot à ses filles était si connu qu'un jour un de ses concurrents, voulant le faire partir du marché pour rester maître du cours, lui dit que Delphine venait d'être renversée par un cabriolet. Le vermicellier, pâle et blême, quitta aussitôt la halle. Il fut malade pendant plusieurs jours par suite de la réaction des sentiments contraires auxquels le livra cette fausse alarme. S'il n'appliqua pas sa tape meurtrière sur l'épaule de cet homme, il le chassa de la halle en le forçant dans une circonstance critique à faire faillite. L'éducation de ces 2 filles fut naturellement déraisonnable. Riche de plus de 60 000 livres de rente et ne dépensant pas 1200 francs pour lui, le bonheur de Goriot était de satisfaire les fantaisies de ses filles. Les plus excellents maîtres furent chargés de les douer des talents qui signalent une bonne éducation. Elles eurent une demoiselle de compagnie. Heureusement pour elles, ce fut une femme d'esprit et de goût. Elles allaient à cheval, elles avaient une voiture, elles vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. Il leur suffisait d'exprimer les plus coûteux désirs pour voir leur père s'empressant de les combler. Il ne demandait qu'une caresse en retour de ses offrandes. Goriot mettait ses filles au rang des anges et nécessairement au-dessus de lui, le pauvre homme. Il aimait jusqu'au mal qu'elles lui faisaient. Quand ses filles furent en âge d'être mariées, elles purent choisir leur mari suivant leur goût. Chacune d'elles devait avoir en dot la moitié de la fortune de son père. Courtisée pour sa beauté par le comte de Restaud, Anastasie avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à quitter la maison paternelle pour s'élancer dans les hautes sphères sociales. Delphine aimait l'argent. Elle épousa Nucingen, banquier d'origine allemande, qui devint baron du Saint-Empire. Goriot resta vermicellier. Ses filles et gendres se choquèrent bientôt de lui voir continuer ce commerce, quoique ce fût toute sa vie. Après avoir subi pendant 5 ans leurs instances, il consentit à se retirer avec le produit de son fonds et les bénéfices de ses dernières années. Capital que madame Vauquer, chez laquelle il était venu s'établir, avait estimé rapporter de 8 à 10 000 livres de rente.
Il se jeta dans cette pension par suite du désespoir qui l'avait saisi en voyant ses deux filles obligées par leurs maris de refuser non seulement de le prendre chez elles, mais encore de l'y recevoir ostensiblement. Ces renseignements étaient tout ce que savait un monsieur Muret sur le compte du père Goriot, dont il avait acheté le fonds. Les suppositions que Rastignac avait entendu faire par la duchesse de Langeais se trouvaient ainsi confirmées. Ici se termine l'exposition de cette obscure mais effroyable tragédie parisienne.